pour différentes, raisons. Peut-être parce que j'ai moins peur de l'échec, moins peur de rater, que je me suis dit que le plus. Elle n'a pas parlé pour accuser, elle n'a pas parlé pour se venger, elle a parlé parce qu'après 15 ans de silence, se taire encore aurait été une forme de disparition. Quand Virginie Efira prononce enfin ces mots, calme, posé, presque murmuré, quelque chose se fissure immédiatement dans l'image que le public s'était construite. Car Virginie Efira, c'est cette femme que l'on croyait inébranlable, élégante, maîtrisée. Une femme qui traverse les plateaux de cinéma comme on traverse une pièce baignée de lumière douce, sans jamais hausser la voix, sans jamais se plaindre. Et pourtant derrière cette lumière tranquille, il y avait une histoire que personne n'avait vraiment vu venir. Une histoire d'amour dont la beauté apparente cachait une lente érosion. Une histoire où aimer signifiait, jour après jour, s'effacer un peu plus. La question qui bouleverse aujourd'hui n'est pas « qu'a-t-il fait ?» La vraie question est bien plus dérangeante. Comment une femme aussi forte a-t-elle pu se perdre sans que personne ne s'en rende compte ? Pendant des années, Virginie Efira a incarné une certaine idée de la maturité féminine. Une femme qui n'expose pas ses blessures, qui avance, qui transforme ses silences en élégance. Aux yeux du public, elle n'a jamais été une actrice de scandale, mais une présence, une constance, une lumière qui ne brûle pas, mais qui éclaire longtemps. Et c'est précisément pour cela que sa confession a provoqué un choc, parce qu'elle ne correspondait pas au personnage, parce qu'elle révélait une vérité que beaucoup, surtout après 50 ans, connaissent trop bien. On peut réussir sa vie publique tout en échouant à se protéger dans l'intimité. Lorsqu'elle accepte enfin de parler de cette relation avec Neil Schneider, Virginie ne dévoile pas une anecdote sentimentale. Elle ouvre une faille, elle met des mots sur ce que tant de femmes ont appris à taire. L'amour qui demande trop. L'amour qui ne frappe pas, mais qui use. L'amour où l'on devient patiente, compréhensive, accommodante, jusqu'à ne plus se reconnaître. Ce qui trouble le plus, ce n'est pas ce qu'elle raconte, c'est la manière dont elle le raconte. Aucune colère, aucun règlement de compte, seulement cette phrase simple, presque banale, mais terriblement lourde de sens, on peut aimer quelqu'un et se perdre soi-même sans s'en rendre compte. À cet instant précis, quelque chose bascule pour le spectateur. On comprend que cette histoire ne sera pas racontée comme les autres. Il ne s'agira ni de passion destructrice, ni de trahison spectaculaire, mais d'un glissement lent, invisible, presque poli, une descente douce vers un vide intérieur que personne de l'extérieur n'aurait pu soupçonner. Et c'est là que commence réellement notre récit. Avant Neil Schneider, avant la rencontre, avant l'amour. Il faut d'abord comprendre qui était Virginie Efira avant cette histoire. Comprendre comment une femme qui a fait de la retenue une force, de la discrétion une armure, a pu, sans bruit, laisser quelqu'un entrer si profondément qu'il en a déplacé son centre. Car pour saisir la violence silencieuse de cette relation, il faut revenir à cette femme de lumière, à ses ombres, à son éducation, à ce choix de toujours se tenir droite, même quand tout vacille à l'intérieur. Bien avant que son nom ne soit associé à une histoire d'amour douloureuse, Virginie Efira était déjà une énigme, une femme dont la présence rassure, mais dont le regard semble toujours porter un peu plus loin que la pièce où elle se trouve. Une actrice que l'on croit connaître parce qu'elle se montre, mais qui, en réalité, ne se livre jamais complètement. Née en Belgique, Virginie n'a jamais rêvé de conquête fulgurante. Elle n'est pas entrée dans le monde du spectacle comme on entre en terrain de bataille. Elle y est entrée à pas mesurés, avec cette retenue presque instinctive de ceux qui savent que l'exposition peut coûter cher. Très tôt, elle apprend une règle simple mais sévère. Ce que l'on montre au monde finit toujours par être utilisé contre vous. Alors elle observe, elle écoute, elle se tait souvent. Cette attitude forge son image publique. Aux yeux du public français, Virginie Efira devient cette femme élégante, jamais excessive, capable de tout exprimer par un silence ou un regard. Les réalisateurs la recherchent pour cette qualité rare. Elle sait habiter le non-dit. Là où d'autres remplissent l'espace par des mots, elle laisse respirer le vide. Et ce vide, paradoxalement, devient sa signature. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que cette maîtrise n'est pas une froideur, c'est une protection. Une manière de rester debout dans un milieu où chaque émotion peut être disséquée, commentée, amplifiée. Virginie n'a jamais été une femme qui se plaint. Elle encaisse, elle transforme, elle avance. Dans la sphère intime,
Ce trait de caractère prend une dimension plus ambiguë. Car savoir encaisser, c'est aussi savoir supporter plus que nécessaire. Savoir comprendre l'autre, parfois au détriment de soi-même. Ceux qui la connaissent parlent d'une femme profondément loyale, une femme qui n'abandonne pas facilement, une femme qui croit encore, malgré les années, que l'amour mérite patience et silence. À 50 ans passés, Virginie Efira incarne pour beaucoup une forme de maturité apaisée. Elle n'est plus dans la séduction démonstrative. Elle n'a plus besoin de prouver. Elle sait qui elle est, du moins le croit-elle. Et c'est précisément cette assurance tranquille qui va rendre la suite de l'histoire si troublante. Parce que lorsque l'on pense se connaître parfaitement, on baisse parfois la garde. À cette époque, Virginie traverse une période charnière. Professionnellement, tout semble aligné. Les rôles s'enchaînent, la reconnaissance est là, le public l'aime pour ce mélange de force et de douceur qui la rend presque intemporelle, mais intérieurement quelque chose reste en suspens. Une fatigue ancienne, une solitude maîtrisée mais bien réelle. Elle n'en parle pas, elle n'en fait pas un drame, elle vit avec. C'est dans cet état précis, stable en apparence mais fragile en profondeur, que la rencontre va avoir lieu. Et c'est là que réside le nœud du drame. Car les histoires qui marquent le plus ne commencent jamais dans le chaos. Elles commencent dans un moment de calme, un moment où l'on croit avoir trouvé son équilibre. Virginie n'attend rien de particulier. Elle ne cherche pas à combler un vide, elle ne cherche pas à être sauvée, elle est simplement disponible. Disponible à une présence, à une conversation, à une énergie différente de la sienne. Et parfois, c'est justement cette disponibilité silencieuse qui ouvre la porte aux plus grandes métamorphoses. Elle ne le sait pas encore, mais ce qui va suivre ne viendra pas la briser frontalement. Ce ne sera ni un choc, ni une tempête. Ce sera bien plus subtil. Une lente modification de son centre de gravité. Un déplacement progressif de ce qu'elle est, de ce qu'elle accepte, de ce qu'elle tolère. Car lorsque deux êtres se rencontrent, ce n'est pas seulement leurs forces qui se croisent, ce sont aussi leurs failles, et certaines failles s'emboîtent avec une précision redoutable. La rencontre entre Virginie Efira et Nils Schneider ne ressemble pas à ces histoires que l'on raconte avec emphase. Il n'y a ni coup de foudre spectaculaire, ni déclaration théâtrale. Tout se joue ailleurs, dans une sensation diffuse, un climat, une évidence tranquille qui s'installe sans prévenir. Ils se rencontrent sur un plateau de cinéma, un lieu où l'on passe son temps à jouer des rôles, mais où parfois les masques tombent plus vite qu'ailleurs. Virginie arrive avec son calme habituel, cette manière d'être présente sans jamais envahir l'espace. Nils, lui, porte encore les marques d'une jeunesse intense. Il est vif, brillant, mais traversé par une agitation que l'on devine à peine, une énergie nerveuse, presque fébrile, qui contraste avec la stabilité apparente de Virginie. Entre eux, quelque chose circule immédiatement. Pas une passion brûlante, plutôt une reconnaissance silencieuse, comme si deux solitudes, arrivées à des moments très différents de leur existence, s'étaient reconnues sans avoir besoin de se l'avouer. Virginie n'est pas séduite par l'âge de Nils, ni par son image. Elle est touchée par sa fragilité à peine voilée, par cette façon qu'il a de chercher sa place sans encore la trouver. La différence d'âge intrigue leur entourage, mais ne les inquiète pas. Eux, Virginie y voit une forme de fraîcheur, une possibilité de mouvement. Nils, de son côté, trouve auprès d'elle un apaisement qu'il ne connaissait pas. Elle ne demande rien, elle n'exige pas. Elle offre une présence stable, presque protectrice. Et pour un homme encore en construction, cette stabilité agit comme un refuge. Au début, tout semble d'une simplicité désarmante. Ils travaillent ensemble, rient ensemble, partagent ces moments suspendus propres au tournage. Les conversations s'étirent tard dans la nuit. On parle de cinéma, bien sûr, mais aussi d'enfance, de doute, de ces peurs que l'on cache derrière les rôles. Virginie écoute plus qu'elle ne parle. Nils, lui, se livre. Il raconte ses colères, ses élans, ses contradictions. Et elle accueille tout cela avec une douceur qui le désarme. Peu à peu, la relation quitte le cadre professionnel. Ils voyagent. Ils s'installent parfois dans des lieux anonymes, loin des regards. Virginie apprécie cette invisibilité provisoire. Elle qui a toujours vécu sous observation, savoure ces moments où personne ne la reconnaît. Nils, lui, s'épanouit dans cette bulle. Il se sent valorisé, soutenu, regardé autrement que comme un jeune acteur prometteur. À ce stade, leur histoire ressemble à une parenthèse lumineuse, une respiration dans deux vies déjà marquées par des tempêtes intérieures. Virginie apporte une forme de continuité, de solidité.
Nils apporte de l'élan, de la spontanéité. Ensemble, ils trouvent un rythme commun, fragile, mais sincère. Ils ne font pas de projet à long terme, ils vivent au présent, convaincus que c'est là que réside la vérité. Mais dans cette harmonie naissante, certains détails commencent à apparaître. Rien d'alarmant, juste des nuances, des silences un peu plus lourds certains jours, une nervosité qui affleure sans raison apparente. Parfois, Nils se replie, il devient distant, puis revient avec un sourire, une tendresse rapide, assez pour rassurer, jamais assez pour expliquer. Virginie remarque ces variations. Elle les note intérieurement, sans les nommer. Elle a trop vécu pour croire que l'amour est un long fleuve tranquille. Elle sait que chacun porte ses zones d'ombre. Et fidèle à sa nature, elle choisit la compréhension plutôt que l'inquiétude. Elle se dit qu'il faut du temps. Qu'aimer, c'est aussi accepter les fragilités de l'autre. Les proches observent ce couple avec une fascination bienveillante. Leur différence d'âge intrigue, leur complicité apaise. Les médias parlent d'un duo élégant, presque romanesque. Virginie reste silencieuse. Elle protège leur intimité avec une rigueur presque instinctive. Trop de lumière, mais elle le sait, pourrait fissurer ce qu'ils construisent. Niels, de son côté, oscille entre fierté et trouble. Être aimé par une femme comme Virginie est à la fois rassurant et vertigineux. Il admire sa force, sa carrière, sa manière d'habiter le monde. Mais dans cette admiration se glisse parfois une inquiétude sourde, celle de ne pas être à la hauteur, celle d'être absorbé par une aura plus grande que la sienne. À ce moment-là, rien n'annonce encore la chute. Leur histoire semble tenir, belle, fragile, suspendue, une lumière douce, presque irréelle. Mais comme souvent, c'est précisément dans les débuts les plus calmes que se cachent les déséquilibres les plus profonds. La bascule ne s'est pas faite en un jour. Il n'y a pas eu de scène, pas de mots trop hauts, pas de gestes irréparables. Ce qui a changé s'est installé lentement, presque imperceptiblement, comme une lumière qui baisse sans que l'on s'en rende compte, jusqu'au moment où l'on réalise que la pièce est devenue trop sombre. Au début, ce sont les silences, plus longs, plus lourds, des silences qui ne reposent plus, mais qui interrogent. Nils s'absente parfois sans prévenir, physiquement mais surtout mentalement. Il est là, mais ailleurs. Son regard se perd. Ses réponses se raccourcissent. Puis il revient, chaleureux, attentif, presque excessif dans sa tendresse. Ses retours soudains entretiennent l'espoir. Il donne l'illusion que tout va bien, que ce n'est qu'un passage. Virginie observe. Elle ressent, elle doute, mais elle ne confronte pas. Elle a toujours cru que la douceur valait mieux que l'affrontement. Alors elle ajuste, elle fait un pas de côté, puis un autre. Elle se montre plus patiente, plus compréhensive. Elle évite les questions qui pourraient créer une tension. Elle apprend à lire entre les lignes, à deviner ce qui n'est pas dit. Peu à peu, sans le vouloir, elle modifie son propre rythme. Elle attend, elle anticipe, elle s'adapte aux humeurs de Nils. Un rendez-vous annulé, un message tardif, une soirée passée sans un regard, elle rationalise. Elle se dit que chacun traverse des périodes de fragilité, que l'amour n'est pas toujours confortable. Et surtout, elle se refuse à voir ce qui commence à lui coûter. Les proches perçoivent un changement subtil. Virginie sourit toujours, mais un peu moins. Elle brille encore, mais autrement, comme si une part de son énergie était désormais mobilisée ailleurs, absorbée par une vigilance constante. Nils, lui, semble tiraillé. Certains jours, il est lumineux, presque euphorique. D'autres, il se replie dans une fatigue sans nom. Une fatigue qui ne se repose jamais vraiment. Ce qui se joue entre eux n'est pas de l'indifférence. C'est une désynchronisation. Virginie avance avec constance. Nils oscille. Son besoin de liberté se heurte à son attachement. Son admiration pour Virginie se mêle à une insécurité silencieuse. Face à une femme accomplie, il se sent parfois trop jeune, trop fragile, pas encore arrivé, et cette tension intérieure, il ne sait pas la nommer. Virginie, elle, perçoit ce trouble. Elle le devine dans certaines réactions, dans ces moments où il se ferme sans raison apparente. Elle comprend qu'il ne s'éloigne pas d'elle, mais de lui-même. Et par amour, elle choisit encore une fois de ne pas forcer, de soutenir sans envahir, d'aimer sans exiger. Mais aimer ainsi a un prix, et ce prix commence à se faire sentir, dans les nuits trop longues, dans l'attente silencieuse, dans ces matins où elle se réveille seule, sans explication. Elle continue pourtant, parce que partir serait admettre l'échec, parce que renoncer serait trahir l'idée qu'elle se fait de l'amour. Il n'y a toujours pas de drame visible. Aux yeux du monde, tout semble normal. Les apparitions publiques sont maîtrisées, les sourires sont là. Virginie sait jouer ce rôle mieux que personne.
Elle protège leur histoire, même lorsqu'elle commence à s'y perdre. Elle embellit, elle adoucit, elle fait comme si, jusqu'au jour où quelque chose en elle se fissure vraiment. Une intuition froide, presque physique, que l'équilibre ne tient plus. Que ce qu'elle donne dépasse désormais ce qu'elle reçoit. Que l'amour, sans le vouloir, est devenu un lieu où elle se dissout lentement. La nuit où tout bascule ne ressemble à aucune rupture que l'on imagine. Elle n'a rien de spectaculaire, rien de violent. C'est une nuit ordinaire, presque banale, et c'est précisément ce qui la rend si cruelle. Parce que parfois, les fins les plus définitives arrivent sans bruit. Depuis le matin, Virginie sent une tension sourde. Rien de précis. Juste cette sensation diffuse que quelque chose ne tient plus. Le soir tombe doucement sur l'appartement. Une lumière jaune, familière, enveloppe les murs. Cette lumière qui, autrefois, rassurait. Ce soir-là, elle éclaire trop. Elle révèle ce que l'on ne peut plus ignorer. Niels rentre tard. Il marche un peu penché, comme si un poids invisible tirait ses épaules vers le sol. Il parle peu. Des phrases courtes, mécaniques. Leur voix, autrefois accordée, semble désormais suivre 2 lignes parallèles. Elles ne se rencontrent plus. Virginie observe. Elle ne demande rien. Elle a compris depuis longtemps que forcer une parole qui ne vient pas est inutile. Niels se déplace dans la pièce, sans jamais s'arrêter. Il touche un livre, ouvre une fenêtre, la referme. Il fuit quelque chose mais ne sait pas quoi. Elle reconnaît cette agitation. Elle l'a déjà vue chez des êtres qui ne savent plus comment habiter leur propre vie. Elle s'assoit sur le bord du canapé. Elle attend. Un regard, une phrase, un aveu. Le silence s'étire. Trop longtemps. Et dans ce silence, elle comprend. Ce qu'il tente de retenir a déjà glissé. Ce n'est pas une décision soudaine. C'est une évidence qui s'impose. Niels finit par s'arrêter au milieu du salon, les yeux baissés. Il murmure quelques mots flous, des excuses peut-être, une confession incomplète. Sa voix tremble légèrement. Pas de peur, d'impuissance. Il n'accuse pas. Il ne se défend pas. Il ne sait simplement plus. Virginie le regarde sans colère, sans reproche, avec une tristesse calme, presque douce. À cet instant, elle réalise que l'homme qu'elle aime ne lui appartient plus, non pas parce qu'il aime ailleurs, mais parce qu'il s'est perdu lui-même, et aimer quelqu'un qui se fuit est une bataille que l'on ne gagne jamais. Elle s'approche, pose une main sur son bras, un geste simple, lent. Il sursaute légèrement, comme surpris par cette tendresse au moment où il s'y attend le moins. Cette réaction suffit. Elle comprend que même la douceur est devenue trop lourde pour lui. C'est là que tout se décide. Sans un mot de plus, Virginie se lève. Elle marche vers la chambre. Elle range quelques affaires dans un sac, calmement, sans bruit. Chaque geste est précis, délibéré, comme un rituel. Niels reste figé dans le salon, incapable de bouger, prisonnier d'une scène qu'il ne sait pas jouer. Elle revient, le regarde une dernière fois. Ce regard ne reproche rien. Il dit simplement « je comprends ». Et c'est peut-être cela qui fait le plus mal. Elle ouvre la porte. L'air frais du couloir la saisit. Elle respire profondément, puis elle franchit le seuil avec une lenteur presque cérémonielle. Derrière elle, le silence retombe. Un silence définitif, celui qui ne sera jamais comblé. Cette nuit-là, Virginie ne pleure pas. Pas tout de suite. Elle sait que certaines douleurs sont trop grandes pour les larmes immédiates. Ce qu'elle ressent, c'est une clarté nouvelle. Dure, tranchante, elle a aimé jusqu'à s'effacer. Et pour la première fois, elle choisit de se retrouver. À partir de cette nuit, rien ne sera jamais comme avant. Pas seulement entre eux, mais en elle. Elle ne le sait pas encore, mais cette rupture silencieuse est le début d'un autre combat. Celui de mettre des mots sur ce qu'elle a vécu. Celui d'oser, un jour, dire la vérité. 15 ans ont passé. 15 années de silence soigneusement entretenu, de phrases évitées, de souvenirs rangés dans un endroit que l'on ne visite pas. Pendant tout ce temps, Virginie Efira n'a jamais ressenti le besoin de s'expliquer. Elle a continué à vivre, à travailler, à aimer autrement. En apparence, cette histoire appartenait au passé. En réalité, elle n'avait jamais cessé d'exister. Le jour où elle accepte enfin de parler, rien n'est théâtral. Pas de décor spectaculaire, pas de musique dramatique. Une interview simple, une caméra qui s'approche lentement de son visage, et cette voix toujours calme, toujours maîtrisée, mais chargée d'une vérité longtemps retenue. Elle ne vient pas raconter une rupture, elle vient libérer une compréhension, la sienne. Elle commence par une phrase qui frappe immédiatement
On peut aimer quelqu'un et se perdre soi-même sans jamais s'en rendre compte. Ce ne sont pas des mots d'accusation, ce sont des mots de lucidité. Virginie explique que Niels n'a jamais été cruel, qu'il n'y a pas eu de violence ni de trahison spectaculaire, seulement deux êtres désalignés, prisonniers de leurs propres ombres. Elle parle de cette lente disparition intérieure, de ces nuits d'attente, de ces silences qui finissent par devenir plus lourds que les cris, et surtout, elle ose dire l'essentiel. À force de vouloir protéger l'autre, elle s'était oubliée. Puis vient cette phrase qui résonne bien au-delà de sa propre histoire. Personne ne prépare les femmes à aimer sans se sacrifier. Dans ce silence qui suit, beaucoup se reconnaissent. Des femmes, des hommes, des couples qui ont vécu cette forme d'amour où l'on donne jusqu'à s'effacer, persuadés que c'est cela, la maturité. Le journaliste lui demande si elle regrette. Elle réfléchit longtemps, puis répond simplement « Je ne regrette pas l'amour, je regrette le silence qui m'a éloigné de moi-même. » À cet instant, on comprend que cette confession n'est pas un règlement de compte, c'est un acte de réparation intime, une manière de reprendre possession de son histoire. Les réactions ne tardent pas. Le public est surpris, parfois bouleversé. Beaucoup remercient Virginie pour sa sincérité, pour cette façon rare de transformer une douleur personnelle en réflexion collective. D'autres découvrent une facette d'eux-mêmes à travers ces mots, car ce qu'elle raconte dépasse largement son couple avec Niels Schneider. Elle parle de toutes ces relations où l'amour devient une cage douce. Après cette prise de parole, Virginie choisit une vie plus lente, plus simple. Elle s'installe dans un espace baigné de lumière claire, une lumière qui n'éblouit pas, mais qui apaise. Elle ouvre les fenêtres le matin, elle écoute le silence, elle travaille, elle lit, elle retrouve ses amis. Rien d'extraordinaire, mais tout est juste. Parfois, en marchant dans les rues de Paris, elle repense à cette histoire. Non pas avec amertume, mais avec une tendresse lucide. Elle sait désormais que certaines relations existent pour nous révéler ce que nous refusons de voir. Qu'aimer ne doit jamais coûter notre respiration. Avant de conclure l'entretien, elle glisse une dernière phrase, presque à voix basse. « J'ai cru que l'amour devait tout supporter. J'ai appris qu'il devait surtout nous laisser exister. » Et c'est peut-être là que se situe la vraie fin de cette histoire. Non pas dans une rupture, mais dans une renaissance silencieuse. Alors, à vous qui regardez cette vidéo, une question demeure. Combien de fois avons-nous confondu aimer et disparaître? Et combien de silences avons-nous accepté par peur de perdre? Si cette histoire vous a parlé, n'hésitez pas à partager votre réflexion en commentaire. Likez cette vidéo si vous pensez que certaines vérités méritent d'être dites. Abonnez-vous pour continuer à explorer, ensemble, ces histoires humaines qui nous ressemblent plus qu'on ne le croit. Parce que parfois, écouter une histoire, c'est déjà commencer à se retrouver.